Bonjour à tous et bienvenue en direct du plateau TV, en direct du congrès AVAC Lyon 2024 sur Veto Inside, chaîne vétérinaire, et pour les ASV également. Aujourd'hui, on va parler du diabète félin. Le diabète félin, c'est pas facile, ça évolue dans le temps, et justement, on va aller voir un petit peu, eh bien, qu'est-ce qu'il faut regarder de plus près, les pièges à éviter, quelles priorités on se donne. Et alors là, j'ai le plaisir d'inviter une intervenante extra pour parler du diabète félin, le docteur Clémence Perron, spécialiste en médecine interne. Bonjour Clémence. Bonjour Valérie. Bon, le diabète félin, c'est un sujet que tu connais bien. Alors que tu connais bien aussi sur le plan du suivi, de la gestion et tout ça. Mais pourquoi c'est si compliqué de prendre en charge le diabète chez nos chats? Et bien moi je trouve que chez les chats c'est plus compliqué. Parce qu'il y a plusieurs composantes dans un diabète de chat. Il y a une partie bien évidemment de déficit en insuline, donc vraiment de ce qu'on pourrait appeler le diabète type 1. On manque d'insuline et donc il va falloir supplémenter en insuline. Et puis il y a aussi une partie insulino-résistance. Et là c'est la partie où on peut bien donner de l'insuline. Si l'animal n'est pas capable d'y répondre, ça va poser problème. Et chez le chat, c'est une espèce de balance permanente entre ces deux états. Et selon celui qui prend le dessus, ça donne des diabètes qui sont des fois durs à équilibrer, qui fluctuent dans le temps. Des fois on a l'impression qu'on a réglé le problème, tout va bien, l'animal est géré, contrôlé, puis d'un seul coup il y a tout qui se casse la figure, on comprend pas pourquoi. Et donc ça peut être assez frustrant, et puis des fois on s'y perd un peu et on se demande ce qu'on a fait de mal, alors que des fois c'est pas de notre faute, c'est juste le chat qui bouge. Ouais, alors que chez notre chien c'est plus facile parce que c'est insulino-dépendant, donc en général on a moins de problèmes. C'est plus facile globalement. Bon. Les rémissions totales sont parfois possibles chez nos chats, on le sait bien, mais comment donnerais-tu toutes les chances possibles aux chats pour justement aller bien sur chat en rémission? Alors c'est vrai que idéalement il faut diagnostiquer vite et traiter vite. On s'est rendu compte que si on arrivait à détecter un diabète dans les 6 mois qui suivent son apparition clinique, parce qu'il y a des états de pré-diabète et des diabètes précliniques qu'on n'est pas encore tout à fait capable de diagnostiquer, on le fait en humaine. Chez le chat, on en est un peu aux prémices. Mais si on arrive à le diagnostiquer tôt et à le traiter vite, on se dit que si on arrive à faire ça dans les 6 mois qui suivent l'apparition, on a quand même beaucoup de chances qu'il y ait une rémission, qui sera peut-être pas permanente, mais elle peut durer des mois, voire des années. Donc ça vaut le coup de tenter, effectivement. Alors, il y a des facteurs de risque du diabète félin que tu conseillerais de regarder de plus près en particulier? Globalement, mes chats à risque, que je vais peut-être regarder d'un œil un peu plus rapproché, c'est les chats d'âge mûr en surpoids. Alors obèse, on sait que l'obésité est réellement un gros facteur de risque, qui ne mangent pas une alimentation adaptée, qui sont sous cortico. Ah là c'est la totale que tu fais. Là c'est le gold du chat à risque, quoi. Voilà. Et quand tu dis donc d'un certain âge mûr, plus de 7 ans, tu as envie de dire? Oui, en général c'est des cas quand même de plus de 7 ans. D'accord. Quand il y a un diabète félin, j'ai envie de te demander à quoi tu donnes la priorité. Est-ce que c'est la courbe de glycémie qu'on veut parfaite? Ou alors, est-ce que c'est la clinique? Alors, on aimerait bien que tout soit parfait sur le papier. Non, la priorité, c'est la clinique. Et ça doit rester la clinique parce qu'on sait que chez le chat, ça va être dur d'avoir du parfait, voire pas possible. Et je pense que vraiment, le plus intéressant là-dedans, c'est que le chat est bien, qu'il ait une qualité de vie adéquate, qu'il passe pas sa vie dans sa litière, à noyer la litière, à perdre du poids et à manger comme un fou, et que le propriétaire, il soit heureux dans sa vie aussi, qu'il ait un chat qui soit happy, qui soit content de faire des câlins à son chat, et qui soit pas en train de patauger dans des flaques d'urine qui collent. Et il faut que la qualité de vie des deux soit bonne. Et quand on arrive à ça, on a tout gagné. En général, les analyses biochimiques suivent, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave. On va pas viser un chat qui n'est jamais glucosurique. Ce serait même bizarre. Un propriétaire qui fait des bandelettes tous les jours et qui se rend compte que son animal n'est jamais glucosurique, c'est que probablement il fait des hippos en journée. Donc on s'en fout du parfait. On veut que la clinique elle soit bonne et la qualité de vie soit bonne. Et alors, dans quel cas penses-tu qu'il est judicieux de faire une courbe de glycémie finalement chez nos chats? Et est-ce qu'il faut aussi la faire systématiquement chez le chat? C'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on avait tendance, et j'avais tendance aussi à me dire, ok, je mets mon chat sous traitement, et puis dans les 10 jours qui suivent la mise sous traitement, j'attends 10 jours qu'il se stabilise bien, puis je vais faire une belle. On nous a appris comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'effectivement, on a tendance à se dire, ça nous permet quand même de voir si ce qu'on a mis en place, c'est bien. Et ça nous permet aussi de voir si il faut monter un peu les doses, éventuellement envisager de changer d'insuline, il n'y a pas de nadir, il n'est pas au bon endroit, etc. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu moins guerrière là-dessus. J'ai tendance à dire que si au contrôle à 10 jours, déjà le propriétaire me dit que ça va vraiment super mieux, que vraiment ça lui a changé sa vie, il n'y a pas d'urgence à faire une courbe.
Oui, je peux en faire une si le propriétaire est demandeur, mais c'est un chat en plus. Donc, qui dit courbe de glycémie sur un chat, ça veut dire il va manger son repas à la maison, le propriétaire va faire l'injection, ou il va l'amener à la clinique pour faire l'injection. Et puis nous, on va lui faire une prise de sang toutes les 2 heures. Le chat, au bout d'un moment, il en a jusque là. En clinique, il veut pas manger. Il faut le dire des fois aussi, on loupe des prises de sang parce qu'on a autre chose à faire. On se dit, ah, ma mince, ça fait 3 heures qu'il n'a pas eu de prise de sang. Et c'est un chat. Et franchement, c'est pas toujours très évident. Donc, c'est vrai que si ça va bien cliniquement, il n'y a pas d'urgence. En revanche, si cliniquement, on n'y arrive pas, il va falloir faire une courbe. Et idéalement, même si on peut utiliser un capteur, parce que alors ça nous sauve un peu la vie. Ouais, alors justement, le capteur, tu m'as lancé sur le sujet suivant, parce que le capteur, ça existe en humaine. C'est très utilisé chez des patients diabétiques. Toi, tu vois quel intérêt du capteur? Parce que est-ce que c'est compliqué à utiliser chez nos chats? Est-ce qu'au contraire, c'est très très pratique pour un chat qui est diabétique et donc il faut contrôler? C'est pratique, c'est plus simple qu'on ne pense, mais ça s'applique pas à tous les cas. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, c'est pratique parce que la pose est quand même relativement simple. On tond les poils sur un petit carré, on clip le capteur, on le colle avec de la colle à tissu, il reste en place 2 semaines, on met éventuellement un petit pansement par-dessus et effectivement ça va pas se mettre sur un chat qui grimpe aux arbres toute la journée, qui se gratte, qui se démange, qui se bat parce que ça n'a pas tellement d'intérêt. Là tu parles du cas compliqué. Voilà. Il faut aussi un propriétaire qui soit capable de passer le lecteur, de faire des scans réguliers pour obtenir une courbe de glycémie. Il faut scanner au moins toutes les 8 heures, voire installer l'appli sur son téléphone. Il y a des applis pour ça. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des petites mamies qui se sentent pas trop d'être avec leur téléphone, de scanner. Donc il y a quand même des contraintes un peu techniques. Mais franchement, je pense que plus on en fait, plus c'est facile. Et puis alors voilà, il n'y a pas de stress pour l'animal. Il est à la maison. Le propriétaire peut nous envoyer directement par mail les courbes de glycémie qu'il obtient. On peut gérer en direct. C'est un vrai bonheur. Ouais. Donc on l'a bien compris, sur des cas compliqués, c'est même mieux parfois de pouvoir avoir accès à ce capteur. Sans l'effet blouse blanche, sans l'effet du stress en clinique. Voilà, les résultats sont pas faussés et on est beaucoup plus... Et puis voilà, puis les générations de seniors se mettent très très bien aux nouvelles technologies. Oui. J'ai été surprise des fois. Des fois, je me disais, oh là là, elle voudra jamais. Bah si. Ouais, en tout cas, un grand merci Clémence, c'était très intéressant. J'espère que ça vous aura plu, ce petit zoom sur la prise en charge du diabète félin avec quelques petits conseils justement. Et puis, replacer ses priorités pour savoir comment bien suivre le cas d'un diabète félin. Allez, en tout cas, on vous attend sur Veto Inside. Suivez-nous, continuez à nous suivre pour tous nos épisodes avec des vétérinaires spécialistes pour les vétérinaires, de l'info, des actus et des focus. Allez, à bientôt, au revoir.